Vous écoutez Europe 1, il est maintenant 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le commissaire général de France Stratégie, Jean Pisani-Ferry. Messieurs, c'est à vous. Rassurez-vous, nous allons parler aussi de foot. Thomas et toute l'équipe est à Marseille. D'abord, aux Invalides, la France va rendre hommage aujourd'hui à Michel Rocard. Bienvenue, Jean Pisani-Ferry, bonjour. Bonjour. France Stratégie est l'héritier du commissariat au plan qui avait été créé par le général de Gaulle et relancé par Michel Rocard. On va célébrer, on continue de célébrer un grand réformateur. Oui, bien sûr, bien sûr. Cela dit, sa période au plan, c'est le début du premier septennat de Mitterrand. Ça n'a pas été une période facile pour lui. Oui, Michel Rocard comptait parmi les amis les plus proches d'Edgar Pisani, votre père. Oui, qui est parti il y a 10 jours. C'est un long compagnonnage entre eux. Pisani était ministre, Rocard était opposant. Là où ils vont peut-être encore continuer leur conversation. Leur relation commence quand Edgar Pisani était ministre du général de Gaulle. Mais dans votre jeunesse, est-ce qu'il vous arrivait de les voir ensemble, quelquefois ? Oui, mais c'est surtout dans les années 70, au moment où ils ont tous les deux rejoint le Parti Socialiste, qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble. De quelle façon ? C'était les ambitions de Rocard, son ambition présidentielle. Pisani y participait. Mais sur le plan électoral, ils n'étaient pas les deux très malins, très habiles. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre des politiques très habiles. C'était des gens qui croyaient aux idées. Oui. Et en revanche, ils étaient l'un et l'autre obsédés par une vision du futur et par les transformations nécessaires et constantes d'une société. Par la transformation du monde et par la transformation de la société. Oui. Et on doit à Edgar Pisani, même si j'en parle avec vous, avec une certaine modestie, de grandes lois et de grandes réalisations. Alors aujourd'hui, France Stratégie, vous proposez à votre tour des solutions face aux défis qui nous attendent dans les 10 ans qui viennent. Le thème de toute une série de notes, c'est 2017-2027. D'abord, à qui c'est destiné ? C'est destiné à tout le monde. C'est destiné à ce qu'on ait un débat de qualité avant l'élection présidentielle. C'est notre arme contre le Trumpisme qui nous menace. C'est-à-dire la politique de l'invective. On pense que la France a besoin de débats de fond. Nous sommes menacés par Trump, Donald Trump, par l'esprit Donald Trump, c'est-à-dire l'invective comme outil de campagne. Et nous voulons mettre des sujets de fond. Nous pensons que ces élections présidentielles sont des moments pour avoir un débat, pour avancer sur les sujets de fond, sur ce dont la France a besoin. Et nous mettons des constats sur la table. Vous servez ? Nous servons l'intérêt public, l'intérêt général. C'est la tradition de cette maison que vous avez rappelé. Est-ce que la France est bien armée aujourd'hui pour résister aux conséquences du Brexit en Angleterre ? Parce qu'on voit qu'à Londres, l'immobilier est en train de s'écrouler, la livre plonge, les banques tremblent, les premiers signes d'angoisse montent même dans la population, et que la City a peur d'une crise financière. Est-ce qu'elle peut arriver ? Une crise économique, oui. Une crise financière, peut-être. C'est un vrai choc. C'est un vrai choc parce que, d'abord, il y a une énorme incertitude qui se crée. On ne sait pas ce que veulent les Britanniques, on ne sait pas quelle solution va être trouvée. Du coup, il y a un certain nombre d'investissements qui s'arrêtent, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent se déplacer. L'Europe n'avait pas besoin de se faire mal comme elle est en train de se faire mal. Et ça va s'aggraver, d'après les économistes. Ça va avoir des conséquences, oui, très violentes sur l'économie britannique. Ça aura aussi des conséquences sur la zone euro. Donc, on va pouvoir peut-être bénéficier d'un certain transfert d'activités, mais il ne faut pas oublier non plus que le choc lui-même, qu'une désintégration, ça serait néfaste à tout le monde. Oui, mais l'économie britannique est en train d'entrer comme prévu en récession. L'économie britannique risque la récession, oui, l'année prochaine. Et les banques américaines qui sont à Londres, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Alors, les banques américaines, elles sont très, très massivement présentes à Londres, mais leur activité, elle est aux 2/3 sur le continent. Donc, elles se posent la question de savoir qu'est-ce qu'elles déplacent sur le continent, et Paris est évidemment une destination possible. C'est-à-dire quand Manuel Valls vient d'annoncer des mesures fiscales pour que Paris devienne une place financière numéro 1 devant Dublin et Francfort, c'est possible. Paris doit jouer sa carte, oui, absolument. Nous devons jouer notre carte. Alors, c'est pas facile parce que ça pose des questions fiscales, ça pose des questions de droit du travail. Immédiatement, ce sont les questions que vont poser les banques américaines. Mais nous avons une carte à jouer et il faut valoriser nos atouts. Et dans il n'y a pas en Europe, sur le continent européen, Paris est la seule ville d'envergure mondiale. Et ça compte beaucoup. Et quel est le prochain pays menacé, s'il y en a un ? Le point de fragilité en Europe, aujourd'hui, c'est l'Italie, à travers la situation des banques italiennes. Une économie qui a très peu de dynamisme, de mauvaises créances et une difficulté à régler la situation des banques italiennes. Donc il faut faire attention à ça. Oui, tout l'été et à la rentrée. Alors aujourd'hui, nous sommes tous en bleu, blanc, rouge. Même notre ami Michel Grossior, tous en bleu, blanc, rouge.
en foot, oui. Est-ce que le foot peut profiter aux régions? Le foot peut profiter. Et d'abord au pays et aux régions. Vous savez, j'ai regardé ce qui s'est passé en 98. En 98, on a eu une remontée brutale de l'optimisme des Français. Ça a accompagné la reprise, ça a accompagné le retour de la croissance, ça l'a amplifié même, ça a un effet réel d'une certaine manière parce que les gens sont plus optimistes, qui consomment plus, qui prennent plus de risques. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui la situation des Français, c'est qu'ils sont beaucoup plus pessimistes pour le pays que pour eux-mêmes. Donc il y a un écart depuis des années qui est fort entre leur jugement sur leur situation et leur jugement sur la situation du pays. Est-ce qu'à un moment on peut réconcilier les deux? Eh bien, on peut réconcilier les deux, et à la fin des années 90, on avait même inversé. C'est-à-dire que les gens étaient plus optimistes pour le pays que pour eux-mêmes. C'est-à-dire c'est le collectif dans un pays. C'est la métaphore du foot, ça marche très bien. C'est-à-dire il y a des talents, et il y a la capacité de faire jouer ensemble ces talents et d'en faire un atout collectif. Mais vous dites, Jean Pisani-Ferry, où on peut penser qu'il y a des conditions. Vous dites le collectif qui ne tire pas à U et à Dia. Il faut un bon capitaine. Oui. Et il faut, je pense, un entraîneur visionnaire et stratège. Voilà. Et puis, il faut que les gens aient envie de jouer ensemble et de tirer dans la même direction. Et comment une France avec une économie qui est affaiblie, qui est divisée, qui est endettée, qui est inégale, peut arriver en demi-finale et peut-être même en finale? Comment? Ça montre peut-être qu'il y a... Qu'on peut se dépasser. Ça montre qu'on peut se dépasser, ça montre qu'on peut faire des choses ensemble, oui. Oui. Alors, je disais que vous publiez un rapport aujourd'hui sur les dynamismes du territoire en France. La France, vous dites, elle s'inscrit dans le mouvement mondial de création des grandes métropoles. En France, il y a 15 grandes métropoles de plus de 500 000 habitants. Est-ce qu'elles ne sont pas en train de bouffer peu à peu, d'absorber les villes moyennes, les zones rurales, et est-ce que ce n'est pas dangereux? Elles font deux choses. Elles absorbent, effectivement, elles concentrent le travail qualifié, mais aussi elles créent de la richesse. Parce que l'économie moderne, c'est une économie d'interaction et ça se passe beaucoup dans les métropoles. Alors tout ne se passe pas dans les métropoles. Il y a des entreprises magnifiques qui sont dans des petites villes. Celles-là, elles ont besoin de haut débit, elles ont besoin d'infrastructures, elles ont besoin de pouvoir continuer là où elles sont. Mais c'est vrai que beaucoup de choses se créent. L'innovation, ça se crée dans les métropoles. Et donc il faut jouer la carte des métropoles. Quelles sont les régions les plus dynamiques et j'ai envie de dire décomplexées pour l'avenir? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coupure entre le nord et le sud. Le sud va mieux que le nord. C'est l'inversion parce que le nord, c'était la région industrielle, subit la désindustrialisation, et le sud attire de nouvelles activités. Donc Toulouse, Bordeaux, Nantes vont beaucoup mieux que Lille, même que Strasbourg. Est-ce qu'il y a deux France ? Il y a la vraie coupure, celle qui est vraiment inquiétante, c'est la coupure entre les métropoles et ce qui est entraîné par les métropoles, et puis les villes moyennes et petites qui n'ont pas de perspective, mais il y a qui tout se un dépeuplent. travail alors pour créer de l'égalité. Il faut faire deux choses. Il faut d'abord essayer d'entraîner. Donc tout ne doit pas se passer dans les métropoles, il faut le rappeler. Et puis ensuite, il faut que les gens qui sont sur le territoire, les Français qui sont sur le territoire, il faut que eux, leur avenir personnel dépendent pas à l'excès de la situation de la ville où ils sont. Il faut leur permettre l'égalité des chances pour leur individu. Et ça, c'est les politiques publiques, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la clé pour le 21e siècle. Oui, mais quand on regarde la situation en France, pour un fils ou une fille de classe populaire, la probabilité d'ascension sociale, elle varie du simple au double selon le département. Ça, c'est pas normal. Dans quelle région il est préférable de naître aujourd'hui? À Marseille. En Savoie. Oui. mais c'est que demain, vous allez revenir à Paris et autant avoir une idée globale de ce qu'est le pays. En Savoie, en Bretagne, c'est là où il y a le plus d'ascension. Voilà, encore une minute. Et ça dépend de l'accès à l'enseignement supérieur, donc ça dépend des politiques publiques. 2017-27, ou alerte, vous leur lancez. Et on est dans le temps additionnel, comme on dit en foot. On leur lance... et c'est là qu'on marque les buts dans le temps additionnel, n'oubliez pas ça. C'est comme ça qu'on gagne. Il y a beaucoup, enfin, quand on recense, on a beaucoup d'atouts, bien sûr, mais on a aussi un certain nombre de questions lourdes sur lesquelles on a l'occasion de faire des choix, et ces choix, il faut les maintenir pendant un certain temps. On reparlera avec vous, Jean Pisani-Ferry, avec des économistes. Sans vexer nos amis allemands, il ne reste plus qu'à gagner pour l'équipe que vous êtes en train de suivre à Marseille. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et j'espère que vous regarderez le match sur place. Absolument, mon cher Jean-Pierre. On sera en direct demain matin encore avec ici plaisir. du Vieux-Port. À demain.